Pierre, il faut que je te parle. Un peu compliqué maintenant. Bonjour. Le président va descendre. Pierre, il faut évaluer tout de suite. On est en train de bouffer toutes les réserves de la Banque de France. Je sais, Michel, je sais. Tout de suite, Pierre. Il faut lâcher 15%, sinon on va droit dans le mur. Michel Rocard. Décidément, cet homme-là n'était jamais à la fête. La deuxième gauche, comme on disait. La réaliste, la modérée. Michel Rocard, l'éternel opposant de Mitterrand, qu'il avait qualifié, terrible insulte, d'archaïque. On est à 14% d'inflation. On fonce vers les 2 millions de chômeurs. Et le déficit du commerce extérieur est à plus de 40 milliards. Je connais les chiffres comme toi, Michel. Mais on a aussi des promesses à tenir. 110, exactement ça aussi, c'est un chiffre. Faudrait quand même qu'on arrête les conneries. Tu sais très bien qu'on ne pourra pas tout faire. Plus tard, Michel, plus tard. Michel Rocard, lui, paye la vieille rivalité qu'il avait opposée à Mitterrand. Il hérite du portefeuille de l'aménagement du territoire. Rien, ou presque. Ainsi va la Ve République, socialiste ou pas. Les choix qui s'offrent aux dirigeants français se résument à une alternative tragiquement simple: capituler ou continuer le combat. Deux postures incarnées par les deux hommes qui dirigent encore ce gouvernement agonisant. Le président du Conseil, Paul Reynaud, et son vice-président, le maréchal Philippe Pétain. On emmènera le gouvernement. Lorsque Reynaud a appelé Pétain à la vice-présidence du Conseil, un mois plus tôt, c'était avec l'idée que le vieux maréchal incarnerait à ses côtés l'Union nationale contre l'envahisseur allemand, que son prestige s'imposerait à tous et mettrait fin aux querelles politiciennes qui paralysaient son gouvernement. Monsieur le vice-président, puisque vous nous présentez ici une demande écrite, vous comprendrez que je me doive de vous répondre par écrit. Nous discuterons de votre démission plus tard. Et je vous demande de vous rasseoir pour que nous puissions continuer. Non, je suis debout, je le reste. Maréchal, asseyez-vous. Non, je ne m'assieds pas. De toute façon, nous ne pouvons pas engager de conditions d'armistice sans consulter nos alliés. Nous les avons déjà sollicités à ce propos et nous attendons une réponse de Londres d'une heure à l'autre. Je propose donc de remettre cette réunion à plus tard. Disons à 16 heures. Messieurs, je ne vous retiens pas. L'ambiance est électrique. Cerné de toutes parts par les défaitistes, Reynaud est contraint de demander à Churchill ce que ferait l'Angleterre si la France abandonnait le combat. Winston, le gouvernement français n'oublie pas l'engagement solennel qu'il a pris de ne pas signer de paix séparée. Mais nous n'avons plus la force de lutter sur le territoire. Notre armée est brisée. L'Angleterre, au vu de tous les sacrifices déjà accomplis par le pays, pourrait-elle envisager de nous libérer de cet engagement? Êtes-vous prêt, oui ou non, à y aller? Oui. Dans ce cas, je file à Londres dès demain organiser la suite avec les Anglais. Où vous trouverai-je? Vous me retrouverez à Alger. La nuit suivante, De Gaulle quitte Bordeaux et se rend en Bretagne. Qui est diplomate à Londres? Ce que De Gaulle ignore encore, c'est que Paul Reynaud a tenu parole et présenté le projet Monnet au gouvernement, et que la réaction de celui-ci a été sans appel. Reynaud voulait-il donc à ce point être anglais? Voulait-il que la France ait Londres pour capitale et ne soit plus à l'avenir qu'un protectorat britannique? Non, non et non, jamais le gouvernement n'accepterait cela. Et cette proposition insensée montrait bien quelle valeur accorder à l'alliance anglaise. Mieux valait encore se fier aux Allemands, en leur demandant quelles seraient leurs conditions pour que les combats cessent. Lorsque le Conseil s'acheva à 19 h, Paul Reynaud présenta sa démission. Je vous présente solennellement ma démission.